Fait que oui, c'est ça, tu sais, reste que le castor, c'est le fun, là, mais c'est un fait que... Il y en a qui disent que ça pourrait être sacré comme la vache en Inde, tu sais, dans le sens que le castor... Là, c'est rendu folklorique, là, mais le castor, c'est la base de l'économie de l'Amérique du Nord. Dans le sens, c'est pour ça que le monde a fait ce qu'ils ont fait. Là. Il y avait beaucoup d'argent là, qui se faisait avec ça. Puis il y a deux gars, à un moment donné, tu sais, au début de la Nouvelle-France, là, genre 1650 à peu près, là, la personne de Pierre-Esprit Radisson, qui est connu quand même, là, puis Médard Chouard des Groseilliers. Eux autres, ça, c'est des beaux-frères, eux autres. Pierre-Esprit Radisson... à 20 ans, je pense qu'il est à Trois-Rivières, puis c'est les guerres iroquoises. Là. Donc là, les Iroquois font des raids, puis ils tuent du monde, puis ils ramènent des prisonniers. Lui, il se fait pogner comme ça au lac Saint-Pierre, en face de Trois-Rivières, puis il se fait ramener en Iroquoisie, torturé, mais torturé comme un rituel d'adoption. Fait que là, on t'enlève peut-être un doigt, puis un ongle, puis on te bat, puis on voit comment tu réagis. Puis selon les besoins, mais on t'adopte. Fait que lui, il se fait adopter par les Iroquois pour remplacer quelqu'un qui s'est fait tuer. Fait qu'on lui donne des nouveaux parents, puis il vit là pendant des années. Après ça, il va finir par revenir, puis en tout cas, vie assez spectaculaire et fantastique. Reste qu'il va finir par retrouver son beau-frère des Groseilliers, puis les deux, ils vont planifier leur point, c'est on va aller trouver où est la fourrure, puis on va ramener ça, puis trouver des investisseurs. Puis on va se mettre riche avec les fourrures parce que nous autres, on va aller trouver où ils sont. Donc, ils s'en vont là en 1660, 50, ça fait longtemps là. Ils s'en vont au lac supérieur en canot dans les grands lacs en Ontario. Ils font des alliances avec les Premières Nations là-bas, puis ils découvrent des bassins spectaculaires de fourrures qui viennent du nord. Donc, les belles fourrures viennent du nord. Eux autres, ils trouvent, puis ils font les alliances avec ça. Ils reviennent, ils essaient de convaincre les autorités françaises d'investir. Parce qu'ils disent, ben là, on a un trésor, on a trouvé de la fourrure. On a besoin de logistique, mais surtout d'argent pour faire marcher notre affaire. Puis là, ils sont hésitants. Puis la France, elle veut pas. Bref, la France veut pas. Fait que ces deux gars-là, ils s'en vont, ils traversent l'Atlantique, puis ils s'en vont à Londres. Puis ils vont voir les British, les Anglais, à Londres. Puis ils disent, voici, nous autres, on a trouvé quelque chose. Puis vous pouvez y aller par la baie du Thon, parce que les Français occupent la vallée du Saint-Laurent. Fait que tu t'en vas pas dans les... Tu t'en vas pas par la vallée du Saint-Laurent, les Français sont là, mais vous pouvez y aller par la baie du Thon, puis déboucher à la baie James, puis toutes les rivières qui se jettent là. Là, on peut amener plein de fourrures. C'est ça leur projet, puis c'est ça qu'ils ont trouvé. Puis c'est eux qui ont fait les alliances, puis tout ça, avec les Premières Nations, bien sûr. Puis là, ils sont à Londres, puis les Anglais acceptent. Eux autres, ils vont investir, puis ça, c'est le fondement de la compagnie de la baie du Thon. C'est 1670, cette compagnie-là. C'est la plus vieille compagnie en Amérique du Nord, moi, je pense. Cette compagnie-là a fait de l'argent, énormément d'argent, avec la fourrure. Puis la fourrure de castor, surtout. Fait que le castor, tu sais, que tu peux attraper avec ça, mettre un piège, ben on sous-estime ça. Là. C'est pas juste folklorique pour se faire un chapeau de temps en temps. C'est des fortunes considérables là, qui se sont faites là-dessus. Notamment la compagnie de la baie du Thon. C'est effrayant, l'argent qu'ils faisaient. Là. Puis ils fournissaient de la job aussi sur le terrain. Ça a comme été un moteur d'aller chercher le castor toujours plus loin, toujours plus loin. Puis de ça est née toute la course du bois, puis en canot. Puis c'est pour ça que le monde, ils ont arpenté l'Amérique du Nord au complet, sans exception. Puis surtout en français. Puis de la vallée du Saint-Laurent jusqu'au Yukon, puis jusqu'en Californie, en passant par le Nouveau-Mexique, les prairies, le nord des territoires du Nord-Ouest, le Mississippi, partout. Puis là, cette compagnie-là, la compagnie de la baie du Thon faisait, entre autres, fournissait dans les postes de traite là, toutes sortes d'affaires pertinentes, genre des couteaux, des têtes de hache, des chaudrons en cuivre, du tissu, mais surtout de la laine. Il faisait une couverture en laine bouillie. Fait que si tu fais bouillir de la laine, elle devient feutrée, puis ça devient épais, puis ça coupe le vent, puis c'est indestructible, puis c'est chaud. La compagnie de la baie du Thon faisait des couvertures comme ça qui sont encore disponibles là, aujourd'hui. Là. Me semble que c'est tout le temps de la laine anglaise qui était shippée de l'Angleterre jusqu'ici. Donc ça a été, là, ça a été vraiment un succès, là, cette couverture de laine-là. Les couvertures qu'on a, c'est ça. Il y a des modèles traditionnels, là, la rouge avec une bande noire, par exemple, ça, c'en est une. T'as l'autre qui est comme blanche avec des bandes de couleurs. Puis pour je sais pas quelle raison, là, mais les Premières Nations aimaient vraiment beaucoup les couleurs, notamment le rouge. C'était comme très recherché, des couleurs vives. Peut-être, là, mais peut-être, parce que dans le bois, il n'y a pas tant de
Tu sais, c'est beau, là, il y a plein de teintes puis tout, mais tu sais, d'avoir une couleur rouge vive, j'avoue que ça peut remonter le moral, même à la limite, quand tu es tout le temps en train de... Tu sais, sur un fond plus terne, ça met de la gaieté dans un campement. Fait que ces couvertures-là vont être disponibles dans tous les postes de traite, mais tu sais, à la grandeur de l'Amérique du Nord. Puis dans les peintures que tu peux retrouver, ou puis éventuellement dans les photographies, jusqu'aux Rocheuses, de partout, tu as du monde avec ces couvertures-là. Les vêtements sont faits avec ça. Ils faisaient traditionnellement quelque chose qui s'appelle un capot, qui est un manteau jusqu'en bas du genou, avec des manches longues, avec un capuchon pointu, qui s'attachait en avant avec 2 flaps, puis une ceinture fléchée. Tu sais. Ça aussi, c'est présent jusqu'au Manitoba, jusque dans les prairies. Puis là, la compagnie de la baie du Son est assez... il engage des milliers de personnes, là, des milliers de convoyeurs qui font l'Amérique du Nord au complet avec des relais, des postes de traite à pied, à cheval, en raquette, surtout en canot. Donc là, c'est de ravitailler puis d'alimenter tout ce monde-là. C'est un méchant défi, là, dans des contrées sauvages, là, tu sais, bien sûr. On va essayer ça, s'il y a de l'eau là. Ouais. Pourquoi j'utilise pas ma hache pour faire ça? Avant d'avoir ça, j'ai essayé une fois, puis étant donné que, premièrement, l'effort de swinguer tout le temps, puis tu sais, la hache, à un moment donné, plus c'est creux, moins tu sais, t'as le manche qui accroche ici. Ouais, ok. Fait qu'il faut que tu fasses ton trou plus grand pour que plus c'est creux, plus ça rapetisse. Fait qu'avec ça, ça paraît peut-être pas. Tu sauves beaucoup d'énergie, tu sais. Ok, ouais. Tu vois, je creuse jamais dans le milieu. Je fais juste creuser tout le tour. Puis le milieu, il saute comme ça, tu sais. Fait que ça, c'est ça. Économie d'énergie, parce que c'est quand même lourd, tu sais, ça. Ouais. Traîner ça juste pour ça. Mais ça vaut la peine, tu sais. Ouais. On voit qu'on est sur épais de glace, là. Pas de trouble. Tu sais, pour marcher, je pense que ça prend... Ouais, combien d'épais que ça prend pour pouvoir marcher sur le lac, genre? une affaire comme 2 pouces, là. 2 pouces, C'est ça, surprenant, ouais. Ben là, une personne à l'aise, là. Après, faut qu'on se rende avec notre bol là-dedans. Ouais, mais l'eau va monter. Ah, ok, ok. Ah. Ça, c'est le fun, ouais. Oh! Et voilà. Et voilà! De l'eau. C'est quoi, ça a pris 15 minutes? À peu près. Ça a l'air long, là. Ouais. Mais tu sais, en 15 minutes, ça, c'est une chaudière de 20 litres. 20 litres, ouais. Fait que là, on va avoir 20 litres d'eau liquide dans la tente pour cuisiner, se brosser les dents, faire la vaisselle, boire. Versus de la neige, si tu remplis tout ça de neige, tu vas avoir peut-être ça d'eau. OK. Fait que là, t'es tout le temps pris, puis la neige, ça goûte pas bon. Ouais. Là, c'est peut-être piqué, là.
Yes! Le bois dur, ça fait de la braise. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, ça s'accumule. Si tu brûles juste, mettons, de l'épinette, là, que t'es dans la forêt boréale, l'épinette noire, là, ça fait aucune braise. Fait que t'as jamais de problème d'accumulation de braise dans ton poêle. Mais là, il y a déjà 2 pouces, 3 pouces de braise. Ça va y aller, là. Mais tu sais, on verra. Ouais. Peut-être qu'il va falloir le vider. Chose qui arrive à peu près jamais. Mais... OK. Au moins, on a chaud. T'as-tu chaud? Ouais. Ah Yes. ouais. On est bien. Oh, Même pas de bottes dans les pieds. C'est comme un défi aussi, là. Tu sais, c'est le fun, là, d'avoir rien, que ça prenne pas de place, que ce soit simple. T'as pas le goût de cuisiner pendant 2 heures après une journée fatigante ou ce que t'as pagayé, mettons, je sais, 7, 8 heures, 6 heures de temps, là, contre le vent, surtout, mettons. Mhm. Fait que t'es fatigué, tu veux manger, tu montes ton campement, surtout tout seul, tu me disais, là. Tu pars en voyage, je sais pas, là, 4, 5, 6 jours, une semaine tout seul, ben là, faut tout que tu fasses, tout le temps. T'as-tu la même tente l'été, le même genre de setup ou... J'amène. Ouais, là, c'est moins contre le froid. Tu fais pas parce qu'il n'y a pas de neige à terre. Là. Mhm. Mais j'en ai une plus petite, là, pour Ouais. 2, mettons. Mais c'est la même, ouais, c'est la même toile. Ça, c'est de la toile de coton. C'est vraiment serré, c'est traité, c'est inifuge, donc ça brûle pas. Ben ça brûle, mais ça va pas prendre en feu. S'il y a un tison dessus, ça va peut-être faire un trou, mais ça va pas prendre en feu la toile. Puis c'est imperméable. Fait qu'à un moment donné, tu sais, au début, ben oui, évidemment, là, tu sais, le classique en canot, c'est que tu tends une bâche bleue. Là. Puis là, quand il pleut, ben t'es en dessous. Puis tu fais semblant que c'est le fun pareil. Fait que bon, évidemment, fait que là, c'est ça, tu penses à, OK, comment je pourrais être mieux? Fait que j'amène une tente comme ça, ouais, mais vraiment pas aussi grosse, là. Ça, je pense que c'est 12 pieds de diamètre. Ça se peut-tu, ouais? OK. Fait que, tu sais, entre le poteau et le mur, il y a 6 pieds de chaque, tu sais, de Ouais, chaque bord. ouais. Fait que c'est gros, mais l'autre, je pense que c'est 8 pieds de diamètre. Celle-ci, c'est 8 côtés, l'autre, c'est 5. Fait que c'est plus facile à monter tout seul. Ça va vite quand t'es habitué. Puis j'amène quand même un petit poêle à bois comme ça, même à l'été. Parce que, justement, quand il pleut puis que c'est tough, le soir, tu peux monter ça. Mhm. Puis tu fais un petit feu. Puis là, t'as pas besoin de te chauffer, tu peux ouvrir la porte puis tout, mais t'es vraiment à l'abri de la pluie. Tu peux sécher tes affaires, cuisiner au chaud, puis vraiment le relaxer, puis être bien. Là. Donc là, à un moment donné, à force de traite, puis de métissage dans les grands lacs biologiques et culturels, il y a, à force d'envoyer des gars qui sont des voyageurs, là, ou des traiteurs, ou des coureurs de bois, ou des soldats, ben, ce monde-là, ils se marient dans les Premières Nations. Fait qu'ils ont des femmes Ojibwe, puis ils ont des femmes Cris, puis ainsi de suite. Leurs enfants sont des métis qui vivent à cheval entre 2 mondes. Puis à un moment donné, il y a eu tellement de ces métis-là qui, progressivement, là, ça se fait pas du jour au lendemain, mais progressivement, ils vont se regrouper ensemble puis ils se rendent compte que sont pas 100% autochtones, ils sont pas 100% canadiens-français non plus. Fait que là, ils s'identifient entre eux parce qu'ils ont tous le même bagage puis le même background, on va dire. Ils parlent plusieurs langues, ils parlent la langue de leur mère, ils parlent d'autres langues autochtones, ils parlent le français. Fait qu'ils sont comme à cheval entre 2 cultures, puis ils vont se regrouper pour créer une nation qui est reconnue au Canada maintenant, comme la nation métisse. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Louis Riel. Louis Riel a été le chef des métis de la Rivière-Rouge, des métis des Prairies, puis éventuellement de la Saskatchewan. Puis les métis vont développer une culture très, très originale, une langue qui s'appelle le Michif. Puis eux s'appellent eux-mêmes les métis, qui est un métissage de 2 cultures. Puis ils revendiquent les 2. Donc les métis s'entendent très bien avec les Premières Nations. Puis ils s'entendent aussi bien avec les francophones. Puis ils gèrent tout ça. Puis sont des interprètes, sont des voyageurs, sont des convoyeurs. Puis sont surtout des chasseurs de bisons. Dans la prairie, à l'époque, là, on est en, je sais pas, là, 1850, il y a du bison dans la prairie en masse encore. Les métis, ce qu'ils vont faire, ils vont fournir à la compagnie de la baie du Son dont on parle, qui ont besoin de nourrir leurs voyageurs, qui charrient du stock en grandeur de l'Amérique. Et ce monde-là a besoin de manger, puis manger des affaires efficaces. Donc là, ce monde-là a besoin de manger des affaires, tu sais, c'est pas des toasts au pain blanc là, dont on a besoin, là, c'est du gras. Les métis vont fournir cette nourriture-là à la compagnie de la baie du Son. Ils vont aller chasser le bison,
Ils vont inventer une charrette qui s'appelle la charrette de la Rivière-Rouge, qui est une grosse charrette à 2 roues, avec des essieux juste en bois, là, que ça faisait un bruit épouvantable, ça a l'air. C'est du bois qui frotte sur du bois, pense-y. Là. Fait mais ils vont aller, puis ils partent comme 3000 métis, des familles, là, en famille, tout le monde. Puis là, à cheval, puis en charrette, puis ils montent des camps, ils ont des tipis, puis ils se montent des camps avec les charrettes autour pour se protéger la nuit. Puis là, tu sais, comme dans les westerns, là, où la cavalerie puis les Indiens attaquent en tournant en rond autour des wagons là, qui sont en rond. Eux autres, ils font ça. Puis là, ils vont aller dans la prairie, puis ils vont chasser le bison de façon intensive. Puis ils vont faire boucherie, puis ils vont faire ce qui s'appelle du pemmican. Pemmi, si je ne me trompe pas en algonquin, ça veut dire graisse. Donc, le pemmican, ce que c'est du... Tu fais sécher de la viande, tu as réduit en poudre. Donc, t'imagines la job, là. C'est gros, un bison, là. Tu as réduit en poudre au mortier. Fait que là, tu as une poudre de viande séchée, puis tu mélanges ça à du gras. Puis, ça fait des... Ils empaquent ça dans des gros ballots. Puis, ils vendent ça. Quand tu fais ça comme il faut, là, ça peut t'offrir 2 ans sans périmer. Donc, ça dure longtemps. Puis, c'est ça. Ils vont fournir ça à la compagnie de la baie du Thon pour que la baie du Thon ravitaille leurs travailleurs sur le terrain. Ah oui, particularité, en passant, les Métis parlent Michif. Ils vont développer une langue. La particularité du Michif, c'est que c'est un mélange de cri, surtout de cri et de français. Il y a de l'Ojibwe là-dedans, mais c'est surtout franco-cri. Comment c'est structuré, c'est que les verbes sont en cri, puis le vocabulaire est en français. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça qu'ils ont développé ça. Les Métis, évidemment, vont parler français, puis ils vont aussi parler plusieurs langues autochtones. Ils vont parler, dépendamment d'où ils viennent, mais généralement l'Ojibwe, qui est le sauteux, puis que le cri. Ils vont peut-être parler l'Assiniboine. Et les ennemis... Ah oui, mais ça, c'est le fun. Les Métis sont les ennemis traditionnels des Sioux dans les prairies. Ça fait très western, mais c'est comme ça que ça se passe. Il y a une bataille fameuse si je me trompe pas, ça se passe au nord du Missouri, là, sur le grand coteau du Missouri. Les Métis vont... Il n'y a pas tant de Métis, là, mais une affaire comme 350 Métis qui campent, puis ils sont à la chasse, puis ils se font attaquer par un contingent de genre 2000 Sioux, là, une affaire de même. Là. Ce sont nettement des avantages. Sauf que là, ils développent ils mettent, comme on disait, là, les charrettes avec les 2 morceaux qui attachent ta charrette à ton bœuf. Tu mets ça vers le haut. Ça empêche un cavalier de sauter par-dessus. Donc, tu disposes les charrettes en rond, puis tu mets tes ballots de pemmican que tu as. Tu te caches derrière pour tirer. Ceux qui peuvent tirer sont là, les autres sont au milieu, protégés. Puis les Métis vont repousser des attaques de Sioux pendant 2 jours. Peu de Métis vont mourir, mais beaucoup de Sioux. Les Sioux vont avoir énormément de pertes, puis les Sioux vont se retirer, puis les Métis vont avoir gagné cette bataille-là. La bataille du Grand Coteau, je pense que ça s'appelle, mais il faudrait regarder. Là. Puis ça a été comme dans l'histoire de l'imaginaire métis, ça a comme... Mettons qu'ils ont monté d'un cran à partir de ce moment-là. Tu sais, quand tu gagnes une bataille comme ça, tu as le droit d'être fier de toi. Là. Fait que c'est ça que ça a fait dans leur imaginaire. Un des personnages qui est présent à cette bataille-là, il s'appelle Gabriel Dumont. Gabriel Dumont, c'est une légende, ça va devenir une légende vivante de la prairie. Là. C'est le cerveau militaire des Métis, quand les Métis se battent contre l'armée canadienne, qu'éventuellement Louis Riel va se rendre, il va être pendu, puis tout ça. Louis Riel, c'est comme le cerveau, mettons, politique, mais sur le terrain, c'est pratico-pratique, militaire, c'est Gabriel Dumont. Gabriel Dumont, je pense qu'il y a 13 ans à cette bataille-là. Je pense qu'il parle 6 langues, puis il parle pas anglais. Il parle genre sarsi, cri, sauteux, français, michif. Il parle pas anglais, mais c'est ça, c'est reconnu dans toute la prairie. Il connaît tous les grands chefs là, de l'époque, Crowfoot, Poundmaker, Gros Ours, puis tout ça, tout le monde le connaît. C'est un cavalier spectaculaire, puis c'est un tireur d'élite, c'est un chasseur de bisons. Puis d'ailleurs, quand l'armée canadienne vient pour se battre avec les Métis, lui, son attitude, c'est... les Métis, ils se battent pas à l'européenne, là. Ils se battent à l'indienne, on va dire. Mais donc, c'est guérilla. Ils connaissent la prairie. C'est des chasseurs. C'est des escarmouches. Ils se battent la nuit. Ils attaquent l'ennemi. Violence psychologique. Là. Si dans un campement de l'armée, tu te couches puis t'es 100, puis tu te réveilles puis il y en a 82, puis les autres, c'est ça, t'as 18 morts, mettons, sans que ça paraisse, psychologiquement, ça fait du dommage à l'ennemi. Fait que
Les métis vont se battre comme ça. Puis Gabriel Dumont, son point, c'est je vais traiter l'armée canadienne comme les bisons. Puis on va les tuer, tous. C'est ça son point. Puis là, bon, l'histoire veut en sorte que, c'est ça, le Louis Riel, lui, il était pas trop pour les fusions de sang. Fait que là, non, on se bat pas, on attend. Gabriel Dumont, non, il faut se battre, ils s'en viennent, on va perdre si on attend. Puis éventuellement, c'est ça qui est arrivé. L'armée canadienne a battu les Métis à Batoche. Ça, c'est dans le nord de la Saskatchewan. Puis Gabriel Dumont va s'enfuir, puis Louis Riel va se rendre. Puis ça va être un peu la dispersion des Métis, puis la chute un peu de la nation métisse, mais qui ont, pendant la durée de vie de quelqu'un, peut-être 80 ans, vont avoir un essor quand même spectaculaire dans les prairies, vont développer un mode de vie vraiment particulier, très original, à cheval avec plusieurs cultures, développer une langue, puis faire partie de l'économie grandement de tout ça, parce que la baie du Thon n'aurait pas pu nourrir personne sans pemmican. C'est le fun de ranger tout dans des petits sacs. Puis à un moment donné, quand t'es habitué, t'as juste tous tes petits sacs. Fait que quand tu pars, tu vas juste les prendre. Puis t'as tout, tu sais. Ouais. Ça, c'est comme un genre de petit sac de quincaillerie où est-ce qu'il y a du tissu de toutes sortes. Ça a l'air de rien, mais si t'as une paire de pantalons, mettons, puis qu'il y a un énorme trou dedans pour je sais pas quelle raison, ben c'est plate. Fait que là, tu peux faire des patchs avec ça, coudre, du fil, des aiguilles. OK. Ça, c'est pour. C'est le fil qui attache les traîneaux ensemble puis les raquettes. OK. Fait que du surplus de ça au cas où. C'est toujours au cas où, tu sais. Ça, c'est la toile de tente. Ouais. Si jamais encore, là, c'est une bonne chose à avoir pour faire. Après ça, il faut être créatif, là. Mais on sait jamais, tu sais. J'ai, ça pour aiguiser. C'est Ouais. une lime. Ouais. Avec une pierre à aiguiser. Fait que, tu sais, quand ton couteau est éméché, ben là, tu sais, tu peux y donner une petite shot, là. Pareil pour ta hache. Tu sais, mettons que tu swings ta hache, puis tu manques ta shot, puis là, tu tombes sur une roche. Ça a l'air de rien, mais sur un long voyage, tu peux perdre bien de l'énergie à donner plus de coups de hache pour rien. Fait que c'est le fun d'avoir ça, tu sais. Même si, oui, OK, ça pèse, mais... Tu sais, les gens qui font du hiking, là, tu sais, qui transportent en montagne, là, qui font... Bon... Eux autres, je pense qu'ils coupent leur brosse à dents puis ils calculent tout au gramme près parce que tu le transportes sur ton dos. T'sais, en ce qui nous concerne, nous autres, on peut se permettre d'amener pas mal plus d'affaires parce qu'on le traîne pas sur notre dos. On glisse ça sur un traîneau en hiver. Puis moi, en ce qui me concerne, l'été, je fais du canot. Ça, c'est juste un genre de pic. Je vais juste faire un trou là-dedans. Que mon nom est décrit dessus. C'est le fun, hein? Ouais. Ouais. C'est toi qui l'as fait, ça? Non, là? c'est mon oncle. OK. C'est un oncle qui était maroquinier, travaillait le cuir. Puis quand j'avais, tu sais, ça fait longtemps que j'ai ça, je pense que quand j'avais 8 ans, mon oncle habite à Saint-Boniface, au Manitoba. Ma famille est franco-manitobaine. Fait que je l'ai depuis que j'ai 10 ans. Puis mon oncle m'avait fait ça, l'étui pour. Puis je l'ai jamais perdu. C'est intéressant, hein? Quand même. Ouais. Voilà. Ben, c'est vrai qu'on. Tu sais, il fait noir quand même, là, dans la tente. Fait que ça peut rapidement faire en sorte que tu perds des petites affaires. Puis que. C'est ça. Puis t'as généralement besoin quand même de tout ce dont tu te sers. Ouais. Fait que, tu sais, c'est le fun. Ouais. C'est bon. Tout ça pour ça. Mais tu sais, faut se divertir, hein. Ben oui. On peut pas checker notre horoscope, là. Ben, Sur Instagram. c'est le fun d'optimiser son espace aussi, Ben oui. sachant qu'on est là pour 2-3 jours. C'est ça a pris quoi, 2 minutes? Ouais. Ah ouais. Bon, ben. Bonne nuit.
Puis là, ben, c'est le moment le fun où on n'a rien d'autre à faire qu'attendre que ça chauffe. On est condamné comme à relaxer, c'est comme un snooze. Ah. Yes, to be your honey when I'm gone. When I rock the cradle, I'll sing this song. I'll rock the cradle when you're gone. Yes, I'll rock the cradle when you're gone.